Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ainsi que la marque NIO? Yes, moi je suis Jérôme, j'ai 26 ans et je travaille chez NIO depuis bientôt 3 ans. Je suis e-commerce manager chez eux et NIO, en quelques mots, c'est un distributeur de cosmétiques bio et naturels. On aime bien dire qu'on est des dénicheurs de pépites green. Et on a vocation à faire découvrir au plus grand nombre des cosmétiques qui sont plus respectueux de l'humain, des animaux et de la planète. Trop cool. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste exactement ton rôle donc en tant que e-commerce manager, parce que je pense que tu as la casquette e-commerce manager, mais tu fais aussi plein d'autres choses. Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle et tes principaux objectifs aussi donc au sein de NIO? Pour simplifier un peu, parce qu'en effet, j'ai un spectre un peu large, je dirais que je suis un peu le pompier parfois, j'interviens quand il y a le feu quelque part, mais principalement ça se découpe en deux axes principaux. La première, ça va être l'optimisation de l'expérience client et de l'expérience sur le site, faire en sorte que ce soit frictionless. Donc ça commence par de l'analyse de data, j'en tire des conclusions et derrière je mets en place des solutions suite à ces conclusions, soit via le sourcing d'applications, soit par du développement avec notre agence. Donc ça, c'est le premier axe principal. Et le deuxième axe, c'est ma casquette de CRM plutôt. Et il s'agit là de booster la rétention client, de faire en sorte d'en créer même idéalement des ambassadeurs. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes étapes de ton parcours client? Yes, du coup, je vais me baser, comme tu disais, sur le modèle un peu classique AA, triple R. Je trouve ça plus simple pour expliquer chaque étape du parcours. Le premier A, c'est l'acquisition. Ça, pour le coup, c'est pas moi qui m'en occupe. Il y a une team qui est dédiée chez NIO, avec il y a quelqu'un au SEO, il y a quelqu'un en ads, il y a une team qui est sur les réseaux sociaux et sur l'influence. Donc ça va être nos 4 canaux d'acquisition principaux. Moi, mon terrain de jeu, ça commence à partir du deuxième A. Le deuxième A, c'est pour l'activation. Et c'est le moment où la team acquisition a bien fait son boulot. Il y a plein de nouveaux visiteurs sur le site et il s'agit d'essayer il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est le meilleur, c'est celui que j'espère qu'il se réalise le plus possible. C'est celui où le nouveau visiteur devient client dès la première visite. Deuxième scénario, le nouveau visiteur ne passe pas commande, mais nous laisse son adresse mail, ce qui me permet de le travailler après dans le temps et de réussir à le convertir. Troisième scénario, celui que j'essaye d'éviter le plus, c'est le nouveau visiteur arrive sur le site et il repart sans nous laisser d'informations. Voilà, moi, je vais avoir à chacun de ces étapes des leviers que je vais activer pour essayer de favoriser la probabilité que ce soit les 2 premiers scénarios qui se réalisent et éviter le troisième. Et si du coup je continue, ça c'est l'étape de l'activation. Et si je continue et que je descends dans mon funnel, il y a les 3 R que je vais agglomérer pour simplifier, qui sont pour le revenu, la rétention et le referral. Et ça, c'est tout ce qui est, une fois que ces nouveaux visiteurs, je les ai activés, qui sont devenus clients, comment je vais faire pour qu'ils viennent de plus en plus souvent sur mon site, comment je vais faire pour voir grandir leur panier moyen, et voire même idéalement, comment je vais faire pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de ma marque et qui partagent NIO et qu'on acquiert de nouveaux clients. Voilà, la boucle se répète et qu'on acquiert de nouveaux clients grâce à eux. Ok. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à nous rejoindre. Donc, si je comprends bien, la team acquisition, elle va être en charge de faire venir tout le trafic sur ton site. C'est là que tu vas intervenir. Et est-ce que du coup, tu peux nous présenter ta stratégie d'activation, puisque du coup, c'est le deuxième A après toute la partie acquisition, faire venir le trafic sur ton site. Yes, du coup, je vais reprendre le modèle des scénarios, des 3 scénarios. Comme je disais, le premier scénario, c'est celui dont j'essaie de booster la probabilité de réalisation, puisque c'est celui où le nouveau visiteur convertit en one-shot. Et pour ça, j'ai 4 axes de travail principaux.
Le premier, ça va être déjà m'assurer que sur les variables de base, je suis excellent et que je communique sur le fait que je sois excellent. Dans le cas de Nuo, et c'est le cas de beaucoup d'e-commerçants ou de personnes qui vendent des choses en ligne, de boîtes qui vendent des choses en ligne, les délais de livraison, les frais de port, le support, la confiance, tout ça, c'est des choses de base. Il faut être excellent là-dessus. Il faut donner des preuves aux nouveaux visiteurs qu'on est excellent dessus. Et ça, en fait, c'est la base pour être dans le game, je dirais. Et après, il y a d'autres axes de travail qui font qu'on va se différencier. Le premier, ça va être l'expérience utilisateur. J'en parlais un peu plus haut, le fait que ça soit frictionless, que ça soit simple. En tant que distributeur, par exemple, un des trucs qu'il faut qu'on ait, c'est un catalogue le plus riche possible. C'est une des choses de base qu'on nous demande en tant que distributeur. Il y a un peu un revers de la médaille, c'est qu'on a 3000 références sur le site. Quand on a un client et qu'on arrive, par où je commence, on peut être un peu perdu dans le flot de produits. Et l'idée pour nous, pour améliorer l'expérience sur cet axe, c'est d'optimiser un maximum la recherche. Peu importe la démarche dans laquelle on vient, si on vient en voulant acheter une marque précise ou une catégorie de produits, il faut que ça soit simple et qu'on trouve vite ce qu'on veut. Aussi, pour les clients qui, pour le coup, sont complètement perdus, ça arrive, ceux qui connaissent pas du tout encore le monde du bio, qui sont en transition, qui connaissent pas les marques, il y a peut-être aussi pour des gens qui connaissent pas trop la beauté, il y a plein de produits de beauté différents, de tout de suite les accompagner, de venir à ce moment-là et de les accompagner et de leur dire ok, quel est ton besoin, qu'est-ce que tu recherches initialement, on va t'aider à trouver ce dont tu as besoin. Ça, l'expérience utilisateur, c'est un exemple, il y a des millions de choses qu'il faut améliorer lors de la navigation du client, mais ça, pour nous, c'est une étape qui est clé sur laquelle on a beaucoup travaillé. Première chose, le service de base. Deuxième chose, l'expérience client. Troisième chose, commercialement, être assez dynamique, proposer des choses un petit peu qui changent. Chez Nuo, on propose souvent, par exemple, des cadeaux pour faire découvrir des marques. Comme je disais avant, on a pour objectif de faire découvrir le monde du bio au plus grand nombre. Le cadeau, c'est une bonne manière d'introduire des nouvelles marques ou de présenter de nouveaux types de produits. Et voilà, ça peut faire la différence par rapport à un autre e-shop de beauté. Et finally, le dernier truc, j'ai envie de dire, pour Nuo, on a comme créneau d'être l'expert beauté bio et naturel. Expert beauté, c'est partager notre expertise via des articles de blog, via un chat, via des consultations beauté qu'on a lancé récemment avec une personne qui est dédiée à ça, qui a des clientes au téléphone et qui les aide à trouver ce qui leur correspond. Et ensuite, la deuxième partie, expert beauté bio et naturel. Le bio et le naturel, voilà, c'est communiquer un maximum, avoir une charte précise sur quelles marques peuvent rejoindre notre catalogue, pourquoi, et avoir des engagements clairs. Ça va encore être quelque chose sur lequel on travaille, communiquer de façon claire là-dessus. Voilà, c'est un peu... et ça, à mon avis, cette méthode, elle fonctionne pour presque tous. Être bon sur ses services de base, avoir une expérience utilisateur qui est frictionless, être commercialement dynamique, proposer quelque chose de chouette et trouver un vrai axe différenciant sur lequel on appuie, ça va être toutes les choses sur lesquelles on travaille pour voir le scénario 1 se réaliser. Scénario 2, mon nouveau visiteur est sur le site, il n'achète pas, mais il laisse son mail. Là, il faut, à mon sens, il faut A/B tester toutes les méthodes de capture de mail. A/B tester, qu'est-ce qui fonctionne bien pour déjà quel est le bon moment pour capturer le mail, et une fois qu'on a capturé le mail, qu'est-ce qu'on en fait pour passer à l'étape de conversion. Ça, c'est pour maximiser la probabilité de réalisation du scénario 2. Scénario 3, le client arrive, il repart. Là, l'idée, c'est que ça ne se reproduise pas dans le futur. Donc, de manière assez récurrente, je vais sur mon Google Analytics, je sors la liste des pages où il y a beaucoup de nouveaux visiteurs, mais on a un taux de rebond qui est élevé. Premier réflexe, je me rends sur la page, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème technique? Si oui, je le corrige le plus rapidement possible. Sinon, je vais discuter avec la team, je me rapproche de la team acquisition et j'essaye de comprendre ce qui a pu se passer. Est-ce qu'il y a eu une incohérence entre le message qui a été envoyé, la personne a cliqué, elle s'est retrouvée sur le site et il y a un manque de cohérence entre le message d'avant et au moment où ils arrivent. Voilà, ça va être... toutes mes méthodes ou tous mes axes de travail sur la partie activation. Désolée, c'est un gros blog.
Non, mais c'était parfait. Moi, ça donne une bonne idée de comment tu organises ton travail, tes objectifs. Et il me semble que tu avais préparé donc des petites démos pour montrer justement concrètement comment ça se passe sur ton site internet. Notamment au niveau de comment tu facilites la recherche, donc sur toute la partie activation, comment tu vas faciliter la recherche, communiquer efficacement. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, là, on voit que dans un premier temps, en haut, il va y avoir par catégorie de produits pour les personnes qui cherchent un produit de maquillage ou de visage. Dans un deuxième temps, on va avoir plus pour la partie un peu engagement, le vegan, le zéro déchet, le made in France. Donc voilà, déjà, il y a les deux démarches différentes. Ça permet d'avoir une recherche si on est vegan. Déjà, on exclut tout ce qui n'est pas vegan et on sait que là, on est garanti d'avoir un produit qui répond à ces valeurs. Il y a aussi, on est en cours de recherche pour optimiser cette partie. Ça marche mieux sur mobile. Tout en haut, il y a marqué par catégorie. Il y a aussi par besoin. Ça, c'est dans le cas de figure des clients, justement, qui sont un peu perdus et qui ont une problématique, mais qui savent pas s'il faut le traiter avec une crème, avec un sérum, avec un masque. Et là, je vais leur proposer des collections qui répondent à un besoin. Voilà, l'idée, c'est de penser à tous les cas de figure possibles et d'y répondre par la recherche de façon la plus évidente. Tu parlais, donc le deuxième scénario, c'est la personne se rend sur ton site et laisse son email. Justement, là, quelles vont être précisément les actions que tu as mis en place pour capturer ces adresses email, ces contacts et du coup, quelles vont être les actions qui vont en découler une fois que tu récupères ces infos? Yes. C'est critique le moment de la capture de mail. En vrai, il y a plein de petites subtilités. Ça commence avec quand est-ce que je display ma pop-up. Là, honnêtement, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'AB tester des solutions, des choses différentes. Initialement, on récoltait les mails avec Wisepop quand on travaillait avec Dot Digital. Et ensuite, on est passé à Klaviyo. Et quand j'ai fait ma transition, l'équipe de Klaviyo m'a dit que c'était mieux de favoriser la pop-up Klaviyo parce qu'on évitait de perdre du monde en route. Néanmoins, on a fait plein de tests avec Wisepop pour d'autres cas de figure où on récoltait du mail et ça n'a jamais posé problème. Donc là, on est en phase où on va réfléchir à repasser sur Wisepop pour récolter du mail, justement aussi depuis la demande d'accepter les cookies. Du coup, pour un nouveau visiteur, il y a la pop-up pour accepter les cookies, il y a la pop-up pour s'inscrire à la newsletter, ça fait un peu beaucoup et Klaviyo est un peu restreint sur le moment où la pop-up apparaît. Donc là, je vais être dans une phase où je vais essayer de tester l'apparition de la pop-up à un moment un peu plus tard, en me basant sur Google Analytics, sur la durée moyenne de visite de mes nouveaux clients et sur le nombre de pages qu'ils regardent. Donc voilà, je vais AB tester dans ce sens-là. Néanmoins, pour ce que j'ai déjà pu tester, c'est-à-dire le contenu de la pop-up en elle-même, j'ai pas mal de petits de succès et de fails que je peux vous partager, des choses un peu concrètes. La première, c'est que j'aurais pas du tout pensé, moi, d'intuition, mais une pop-up où on demande l'adresse mail et la date d'anniversaire, si on est en mesure de proposer quelque chose pour l'anniversaire, ça fonctionne mieux. Je pense que du coup, les gens trouvent ça encore plus chouette parce qu'ils s'imaginent qu'il va y avoir plus qu'il y a plus Voilà, il y a plus de cadeaux, on donne plus de valeur en échange de ce que eux ils nous donnent, à savoir leur adresse mail. Donc, si on est en mesure de proposer quelque chose dans le cadre de son programme fidélité pour l'anniversaire, AB tester, mais dans le cas de Nuo, ça a hyper bien fonctionné d'avoir la date d'anniversaire. Bon, actuellement, on l'a pas parce qu'on est en train de revoir la partie anniversaire, mais dès qu'on sera au clair là-dessus, on va remettre le petit champ pour récolter la date d'anniversaire. La deuxième chose, ça va être, on a longtemps chez nous essayé de ne pas proposer une réduction pour la première commande, d'apporter quelque chose d'un peu plus qualitatif. Et en l'occurrence, on voulait proposer un guide beauté. Donc, on proposait dans la pop-up une surprise dans l'échange de l'adresse mail. Sauf que, donc, on récoltait beaucoup d'opt-in, mais on avait un super haut taux de désinscription au mail welcome. Donc, j'ai interprété ça comme une déception. En fait, les gens s'attendaient à avoir une réduction comme chez beaucoup de concurrents. C'était un guide beauté à télécharger, ça leur convenait visiblement pas et ils se désinscrivaient aussitôt. Ce qui n'est pas non plus un scénario désirable. Donc là, on a passé sur une logique de réduction et très concrètement, on a triplé, on n'est pas prêt d'avoir quadruplé. Bon, il y a le Black Friday qui est passé par là, mais on est prêt d'avoir
quadruplé le order rate de notre mail welcome. Là, on est à près de 30% de order rate sur ce mail. Wow. C'est énorme, ouais. Ouais, d'où l'importance de bien analyser et de se fixer des objectifs dès le départ pour tout de suite pouvoir te dire ok, ça marche, ça marche pas, ok, on passe à autre chose, etc. quoi. Là, ça a été en l'espace d'une semaine, on a quadruplé le order rate, c'est énorme. Heureusement qu'on a mis ça en place. Troisième chose, avoir un truc le plus simple possible. Moi, j'ai essayé de faire des graphismes avec des fleurs. En fait, la pop-up qui fonctionne le mieux, c'est vraiment le truc blanc, un message 10% de réduction, un champ, un call to action. Ouais, intéressant. Ouais, ça a été... j'ai essayé de faire quelque chose qui s'intégrait, qui était joli. Mais bon, c'est peut-être que du coup, c'était plus... les gens étaient plus distraits. Enfin, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est le résultat de la B test. Et la quatrième chose, bon, c'est un conseil un peu bateau, mais toujours tester la pop-up sur mobile. Si elle est trop grosse, s'il y a une partie du texte qu'on ne voit pas, si le call to action, il faut scroller pour le voir, c'est pas possible. Donc, et ce qui est important de préciser aussi, et ce que je me rends compte, pas tout le monde est au courant, c'est que Google a sorti des guidelines très spécifiques concernant les pop-up sur mobile. Et du coup, si ça ne respecte pas ces guidelines que vous pouvez trouver sur le site de Google, c'est votre SEO qui va être impacté. Donc, le référencement SEO de votre site qui va être impacté. Et il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc, voilà, avant de faire des pop-up sur mobile, allez bien regarder les bonnes pratiques et les guidelines. Voilà. Donc voilà. Donc pour capturer les emails, pour récapituler, toi tu passes essentiellement par pop-up. Voilà. On va essayer avec Wisepop et on va aussi essayer avec Wisp. Je suis hyper curieuse. Donc Wisp, c'est des notifications. Donc c'est le client le visiteur qui va cliquer sur la petite notification et là on peut y mettre tout un tas d'informations et notamment récolter de l'email via ce biais. Je suis curieuse d'AB tester, voir comme c'est beaucoup moins intrusif, peut-être qu'il va y avoir moins d'opt-in, mais peut-être que ça va être beaucoup plus qualifié. On va carrément tester ça. Donc après, toutes les actions emailing qui vont en découler, elles vont être basées sur quoi? Est-ce que tu vas segmenter déjà les contacts entrants? Est-ce qu'ils vont... j'imagine que comme vous avez plein de catégories de produits, ils vont pas tous passer par le même type d'email. Voilà, si tu peux juste en dire un tout petit peu plus sur comment tu vas segmenter ta base et proposer de l'emailing qui derrière va être efficace, quoi. Alors pour le coup, c'est vrai que donc l'objectif quand on a le mail, après c'est bien de travailler pour que la personne derrière passe à l'action. Mon mail déjà il est focalisé évidemment sur ces fameux 10% et comment faire pour déclencher les 10%, sinon ça déclenche de la frustration parce que les gens sont inscrits quand même initialement pour ça. Et après ma tactique en fait ça va être moi j'adore les tags. Je suis une grande fan de tags et dès que les gens font quelque chose sur mon site, je me sers de Klaviyo et de Shopify Flow pour les taguer et pour avoir des informations qui vont m'être utiles dans le futur, qui peuvent notamment par exemple me permettre de segmenter ma base. Donc sur mon premier mail, moi il y a tout un tas de trucs que je veux communiquer à mes clients. J'ai envie de leur dire qu'on fait de la box, j'ai envie de leur partager nos engagements, j'ai envie de leur parler de nos produits un peu particuliers, j'ai envie de leur donner du conseil beauté, de leur parler de mon programme fidélité. Enfin bref, il y a une masse de trucs dont j'aimerais leur parler qui sont à mes yeux plein de leviers pour qu'ils passent à la conversion, mais je peux pas leur faire un email à rallonge. Ce que je fais, c'est que dans mon premier email, je vais tendre des perches. Par exemple, dans mon footer, je vais avoir un petit logo avec une feuille et en dessous, il y a marqué nos engagements. Ensuite, un logo avec une box, la box Nuo. Et je vais regarder comment les gens cliquent sur cette newsletter, cette première newsletter. Et en fonction de ça, je vais les taguer. Et derrière, je vais leur envoyer le contenu qui leur plaît visiblement. Par exemple, il y a un client, évidemment, il a cliqué sur le call to action pour les 10%, mais il a aussi été curieux d'aller regarder notre page sur nos engagements. Là, je sais que c'est un client qui fait partie du type de clientèle qui a à cœur de consommer autrement. Et donc, du coup, je vais lui partager tout ce qu'on fait à ce niveau-là. À contrario, il y a quelqu'un qui va cliquer sur une vidéo YouTube tutoriel. C'est quelqu'un qui a besoin de conseils, d'être accompagné. Je vais lui dire qu'on peut faire des consultations beauté. Je vais lui envoyer plus de tutos. Voilà, à mon sens, déjà, l'idée, c'est de catcher les signaux, de tendre des perches et de catcher les signaux pour pouvoir communiquer bien après dans les mails qui m'en suivent et dans le futur.
Et une chose qu'on fait aussi, on a dédié un espace dans cette newsletter, on a décidé de dédier un espace pour que les clients, c'est un petit questionnaire auquel les gens répondent pour donner leurs préférences, quel type de contenu ils veulent recevoir. Voilà, en fait, le but de ce premier email, pour moi, ça va être de créer de la data dont je vais pouvoir me servir après. Ok, c'est une super idée. Donc, on va passer peut-être à la partie comment booster la lifetime value. Donc, si tout se passe bien, avec toute ta stratégie de génération de leads qualifiés par l'équipe acquisition, enfin les visiteurs qui viennent sur le site, la capture d'emails, les emailing, l'email nurturing qui va en découler, si tout se passe bien, ce visiteur devient client et donc tu vas essayer là de travailler un KPI qui est la lifetime value. Et déjà, comment tu mesures en fait cette métrique? Ok. J'ouvre une toute petite parenthèse sur le fait de travailler avec des KPI. Pour le coup, je trouve ça hyper important. Moi, j'ai des objectifs qui sont hyper vastes, à savoir booster la rétention client. C'est énorme comme objectif. Et je trouve ça important de traduire cet objectif en un KPI star et d'exploser ce KPI star en petits KPI qui vont me permettre déjà de voir où est-ce que je suis performante et où est-ce que je ne le suis pas. Et aussi, si par exemple, au global, j'en sais rien, on observe une baisse anormale du CA, comme j'ai calculé tout ça en amont, je suis capable de dire, OK, c'est dû, déjà, est-ce que ça vient de mon acquisition ou de mes anciens clients? Et si c'est mes anciens clients, est-ce que c'est la fréquence? Est-ce que c'est le panier moyen? Quel est le problème? Voilà, de manière générale, je trouve ça hyper important de travailler comme ça. Et la LTV, ça illustre bien, puisque comme tu le disais, c'est mon KPI star pour mon grand objectif de rétention client. Et du coup, la LTV, ça se compose de la fréquence, combien de fois sur une période donnée un client va acheter, quel est son panier moyen et quelle est sa durée de vie au global. Et ensuite, il suffit de multiplier les trois ensemble et ça donne une valeur qui est générée par le client pendant toute sa durée de vie. Ce qui permet déjà à la team acquisition de se fixer un budget qui a du sens au vu de la valeur espérée dans le futur, qui sera générée par le client, et aussi moi de me fixer des budgets à investir pour la fidélisation, pour animer mon programme de fidélité, quel type d'incentive on peut mettre en place. Voilà, cette donnée elle est hyper importante pour ça. Et après, il y a une autre façon d'étudier là. Donc ça nous donne un chiffre en euros. Il y a une autre façon d'étudier la LTV, c'est par cohorte. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc ça se présente par groupe de personnes et par mois, et on voit l'évolution du comportement des clients, par exemple, acquis en janvier 2020, sur les 12 mois qui ont suivi, combien d'entre eux sont revenus et combien ils ont dépensé, quel était leur panier moyen. Ça, c'est hyper pertinent. Ça permet déjà de donner une info à la team acquisition, à quel moment ils ont été performants. Peut-être, du coup, ça leur donne des indications sur les stratégies qu'ils ont mis en place à l'instant T. Ça a généré du trafic qui était hyper qualifié et qui s'est comporté de manière souhaitable dans le futur. Et moi, ça me permet de voir, oulala, attention, à une cohorte qui se comportait hyper bien depuis 5 mois, il y a un panier moyen qui est en train de chuter, ou alors ils reviennent plus, et ça me permet d'aller agir sur cette cohorte ou de comprendre, enfin, voilà, d'être beaucoup plus précise dans mes actions, d'être plus précise dans l'identification du problème et d'être plus précise dans le levier activé pour remédier à ce problème. Ok, très clair. Et donc, si on revient à chacun des éléments que tu as mentionnés, donc fréquence, panier, durée, comment tu vas optimiser chacun de ces sous-KPI, si je peux dire ça comme ça? Ouais. Du coup, je disais que c'était durée de vie par fréquence, par panier moyen. La durée de vie, là tu peux montrer, repartage ton écran, il y a un petit truc que je montrais. Bon, ça va paraître gadget, mais en vrai, ça a hyper bien fonctionné. Donc, on a un programme fidélité chez NUE qui, d'un côté, te permet d'échanger tes points contre des cadeaux. Et d'un autre côté, plus tu accumules des points, plus tu montes de statut fidélité et ça te permet d'avoir des avantages. Voilà, donc sur notre page fidélité, il y a ce petit graphique. En fait, bon, en l'occurrence, là, c'est mon compte et pour faire des tests, j'ai pas de fidélité. En fait, tu vois la ligne qui devient jaune et tu vois comment tu avances sur cette jauge. Et en fait, c'est vrai que ça peut paraître gadget, mais on a eu énormément de retours positifs de nos clientes et on a aussi
il est arrivé un moment qu'on a eu un couac avec cette jauge et il y a plein de clientes qui ont écrit pour dire je comprends pas, j'avais passé à ce stade. Alors que vous pensez que personne n'allait vraiment relever ou faire attention à ça, quoi. C'était mon petit truc un peu fun quand j'ai développé la page. Voilà, c'était mon côté marketeuse. Voilà, je ne savais pas trop quel impact ça allait avoir. J'avais envie de suivre mon intuition et il se trouve que ça marche hyper bien. Et on a vu depuis l'instauration de ce programme fidélité et de cette jauge une accélération des clients qui descendent dans le funnel du parcours client. Donc ça va être une première chose, avoir peut-être un programme fidélité qui te permet d'évoluer au fur et à mesure du temps. Et plus tu évolues, plus tu acquiers des avantages. Et la deuxième chose, évidemment, ça va être des flows ou des scénarios, des stratégies de reconquête de clients dormants. Ça va être mon prochain gros axe de travail. Et en plus, j'ai envie de dire, c'est d'autant plus facile, c'est pas le mot, mais cadeau parce que c'est des clients qui ont un historique et donc du coup on a plein d'infos sur eux. Donc saisissons ces informations et utilisons-les pour récupérer ces clients qui s'endorment. Et aussi une autre chose, ces clients au bout d'un moment, il faut aussi peut-être se résigner et pas les relancer au bout de 3 ans d'inactivité. Néanmoins, ne laissez pas partir les gens sans avoir récupéré l'information précieuse de pourquoi est-ce qu'ils sont partis. Envoyez un questionnaire au bout de votre flot de reconquête, envoyez un questionnaire et demandez-leur la raison de leur départ en disant « Ok, il semblerait qu'on n'a pas réussi à vous retenir, mais pourquoi ?» Et là, du coup, on met le doigt sur les choses à améliorer de manière hyper rapide et précise. Pareil. Durée, j'en ai parlé. La fréquence, on essaye de pas trop appuyer là-dessus parce que déjà, je pense qu'il y a un plafond de verre et en plus, on ne veut pas être trop pushy dans nos communications. Mais bon, les leviers qui existent, ça va être de faire des offres éphémères ou alors, par exemple, de mettre, si on revient sur le programme fidélité, de mettre une expiration au point, ce qui peut permettre de générer des commandes qui n'auraient peut-être pas eu lieu. Mais voilà, c'est pas le sous-KPI que je push le plus personnellement. Moi, j'aime bien bosser sur le panier moyen parce que j'y crois beaucoup et je pense que j'ai beaucoup plus de latence et que mon plafond de verre, il peut toujours être un peu plus haut. Et ça va être des seuils de livraison gratuites. Jouer avec son seul, bien le positionner. Faire en sorte déjà de l'atteindre et une fois que le panier moyen a atteint cette valeur, d'avoir par exemple des incentives avec un minimum d'achat ou alors d'avoir au checkout ça c'est le cas de la livraison gratuite, en effet la petite pop-up qui dit il te reste quand même peu. On a un super taux de clics dessus, cette pop-up fonctionne hyper bien. Donc il y a ça, et après le cross-selling, l'upselling, ça c'est tous les petits leviers qu'on peut actionner pour essayer d'augmenter le panier moyen. Ok, je crois que tu avais un autre exemple aussi là, minimum. Ah oui, voilà, avec le cadeau typiquement, là dans ma collection, je vais avoir une offre qui te permet d'avoir un produit avec une belle valeur à partir d'un minimum d'achat. Voilà, toujours dans cette démarche aussi de faire découvrir des nouveaux produits sans attaquer trop sur de la réduction pure. On favorise plutôt ce type d'offre et ça fonctionne bien. Oui, et du coup, mixer entre les offres un peu plus contextuelles sur lesquelles tu veux communiquer immédiatement et mettre en avant et des call to action peut-être un peu plus discrets qui sont soit dans ton site, enfin dans le corps de ton site ou alors en notification, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, exactement. Ok, et donc pour revenir au cross-selling et tout le travail du panier moyen, parce qu'effectivement vous l'avez bien bossé chez Nuo, comment tu fais pour personnaliser tes recommandations produits, puisque c'est un des trucs clés en fait que tu vas essayer de pousser. Est-ce que tu as des tips ou même des insights à partager là-dessus et donner un exemple idéalement Ouais. Déjà, je pense que dans un premier temps, quand le client il est en phase d'exploration un peu, il faut pas venir
gêner sa navigation. Et du coup, en général, on fait, je crois que je t'avais mis un screenshot, on fait des liens dans les FP. En plus de faire du cross-selling et de suggérer un produit complémentaire, c'est hyper bien pour le SEO, parce que ça fait des espèces de cocons de produits entre elles. Voilà, typiquement là pour le shampoing Oumaï, il y a un lien là sur la short description sur la droite en bas pour ranger son shampoing, le protéger, l'emmener partout avec moi, la boîte qui convient. Voilà, ça va être le premier truc qu'on va faire. Et après, il y a 2 cas de figure. Dans la beauté, il va y avoir les choses qui sont un peu évidentes. Du genre, t'as acheté un shampoing, on suggère l'après-shampoing de la même gamme. Ça, on va le faire au moment de l'ajout au panier. Pareil, j'avais pris, je pense, un petit screenshot. C'est cross-selling panier en bas à droite. Yes. Voilà, là, typiquement, ça, c'est les Secrets de Loli, c'est une de nos marques phares. Quelqu'un a acheté le shampoing, on lui propose derrière d'avoir le soin leave-in, l'après-shampoing, etc. Ça, c'est des choses où il n'y a pas besoin de contexte. Le client a cliqué, il comprend évidemment pourquoi on lui suggère ça derrière. C'est quelque chose d'alambiqué. Par contre, il y a des cas de figure pour des produits plus techniques, comme le gua sha, par exemple, qui est un instrument de massage pour le visage. Tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne comprend pas pourquoi je vais suggérer après un sérum un gua sha. Et dans ce cas, j'aime bien donner un peu de contexte. Pareil, j'ai pris une petite photo d'un exemple. Là, peut-être, je vois du gua sha. Alors, il y a un petit widget avant qui s'affiche quand les gens ont un peu scrollé, qu'ils ont montré qu'ils étaient intéressés. Ouais, c'est celui-ci, exactement. Quand ils ont boosté l'efficacité de votre sérum, là, je leur donne du contexte. Pourquoi est-ce que je vous propose un gua sha ? Parce que ça va venir compléter l'action de votre sérum. Et ensuite, je leur display la pop-up et je leur explique exactement. Et du coup, tout a du sens. Pour moi, ce qui est important dans le cross-selling, c'est, on a favorisé d'ailleurs du mettre de la matière grise et de faire beaucoup de choses manuellement via un algorithme parce qu'on veut quelque chose de pointu, de pas alambiqué, et on a des super résultats, je pense, grâce à ça. Donc ça, c'est tout ce qui va avoir lieu sur le site. Et ensuite, j'ai créé des flows automatiques qui se déclenchent quand les gens ont visité plusieurs collections d'une même catégorie de produits. S'ils sont repartis sans avoir acheté, mon intuition, c'est que ces gens-là ont besoin de conseils. S'ils ont visité 4 fiches produits de mousse nettoyante et qu'ils n'ont pas acheté, il y a peut-être une information, il faut que je donne le dernier petit kick pour que ça fonctionne. Et là, du coup, il y a un flow automatique qui est envoyé avec quelles sont chez Nuo les 5 meilleures mousses nettoyantes avec des avis clients, des best practices, et j'inclus aussi le reste de la routine en dessous. Et ça, c'est des mecs qui performent hyper bien. On a des taux d'ouverture pour le pire des cas à 40%. Et ça va jusqu'à 60. C'est envoyé directement. On a fait aussi des A/B tests sur la durée. Il faut que ça soit immédiat. La personne quitte le site, elle rentre dans mon segment Klaviyo, paf, on lui envoie le flow. Et on a un taux de order rate qui est entre 6 et 9%. Pour donner juste un aperçu, Klaviyo propose des benches sur notre industrie de la beauté. Le order rate sur un flow, il est à 0,13 en moyenne dans l'industrie. Et là, on a des order rates entre 6 et 10. Donc, c'est hyper performant. Ça marche très bien. Ok. Et je vois que tu as mis un exemple aussi de chat, de ce que vous avez mis en place sur le chatbot. Exactement, bien vu. tu suis bien, c'était... Alors, je vais montrer, parce que je regardais un peu les vidéos. Alors là, c'est une vidéo. Attendez, je vais la remettre du début et en plein écran. Là, on est sur la collection, donc les Secrets de Loli, qui est une collection hyper visitée. Et en fait, on avait beaucoup de questions au SAV. Je ne sais pas exactement, cette gamme, elle s'adresse à une cible assez large. Ça part des cheveux lisses aux cheveux crépus, frisés. Et on avait beaucoup de questions sur quel produit je dois choisir exactement. Et là, en fait, on a créé un chatbot où on demande aux gens leur texture de cheveux. Après des questions sur le cuir chevelu, et là on leur déroule la liste des produits dont ils ont besoin. Une manière aussi hyper chouette d'accompagner le client, de lui apporter du conseil, c'est qualitatif, et en plus de ça, ça nous permet aussi de cross-seller et éventuellement de vendre plus des routines que des produits à l'unité. Ok, c'est top. Et tu utilises quoi là comme solution pour faire ce chatbot automatique ? Alors, on utilise, en fait, c'est une solution plus globale pour le support, pour le SAV, notre équipe SAV. Ça s'appelle Reamaze.
on va peut-être passer sur un acteur français. Pour l'instant, on avait commencé avec cette plateforme, parce que c'était, pour tout vous dire, la moins chère, et on voulait voir comment le support aimait le fait de travailler avec des outils. Tout est en anglais. C'est extrêmement manuel. Moi, je trouve ça très, très bien. Mais par contre, voilà, il y a des choses sur des solutions comme, je crois que c'est Zendesk, ou il y en a un autre, un énorme français, le nom m'échappe, mais qui propose des choses beaucoup plus clés en main. Là, faut travailler. Il faut y mettre de la matière grise, mais ça fait carrément le job et c'est beaucoup moins cher. Ok. Et donc, on ne pouvait pas faire un webinaire le jour du Black Friday sans aborder le sujet. Donc, j'ai quelques questions voilà, très rapides à ce sujet. Donc, en tant que marque qui prône des valeurs éthiques, éco-responsables, comme tu l'as mentionné, qui distribue des marques aussi qui ont elles-mêmes des valeurs très fortes, comme beaucoup de DNVB d'ailleurs, et il y en a pas mal dans les participants. Comment tu te positionnes par rapport à un événement type Black Friday qui peut être un peu problématique selon ta vision des choses voilà. C'est une question hyper pertinente. Pour le coup, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses, pas de bons choix, de mauvais choix. Alors nous, on a pris le parti pris d'y participer. Déjà de une parce que c'est une façon de rester concurrentiel dans le paysage des e-shops de beauté, tout le monde y participe, donc pour des soucis, pour rester concurrentiel, on s'est dit qu'on voulait y participer. Au-delà de ça, pour l'édition de l'année précédente par exemple, c'est des grosses opérations d'acquisition et c'est des cohortes, justement, quand j'analyse mes cohortes dans le temps, c'est des grosses opérations d'acquisition avec des clients qui restent fidèles dans le temps. Donc, c'est, je dirais, pas négligeable pour nous, pour continuer à vivre. Par contre, évidemment, je pense qu'il faut le faire de manière raisonnée. Donc, pour le Black Friday, on choisit toujours une association à laquelle on reverse un don. Là, cette année, on soutient Euroforest Action. Et à l'issue du Black Friday, on va planter 2000 arbres. Donc voilà, je pense que c'est important de s'engager en parallèle pour une association et aussi après, de manière globale, la stratégie sur l'année, c'est vrai que le Black Friday, c'est un peu un truc à part, mais de manière globale, à l'année, on essaie de limiter au maximum les réductions en pourcentage et on favorise plutôt les cadeaux qui sont des choses plus qualitatives et une fois de plus qui participent à notre objectif global de démocratiser la beauté bio et naturelle, de faire découvrir des petites marques, de leur donner de la visibilité. Donc voilà, on essaye d'éviter ou alors on joue sur des leviers comme la livraison gratuite, par exemple, qui sont plus des choses qui n'ont pas d'impact sur la marque et qui participent aussi à l'éducation, si je puis dire, des clients en disant si ça coûte cher, le bio et le naturel, c'est parce que y a une raison derrière. Les cosmétiques conventionnels qui coûtent très peu, c'est pas normal. Il faut réfléchir de manière plus raisonnée et voilà, on essaye aussi de mettre en avant nos marques véganes, zéro déchet, de donner des tips comment passer au zéro déchet. Le reste de l'année, on essaye vraiment d'encourager le mouvement de la beauté conventionnelle à la beauté naturelle. Ok. Et est-ce que tu as des tips à partager justement pour communiquer sans être trop pushy comme parfois on peut voir sur des sites où c'est ultra agressif pendant les périodes Black Friday, mais aussi plus largement pendant les périodes de soldes, etc. Est-ce que tu as des petits conseils à partager là-dessus? Ouais, c'est un peu le problème. Nous, en plus, on représente plein de marques qui ont toutes des politiques pour le Black Friday différentes. Il y en a qui ne participent pas, il y en a qui vont faire moins 30, il y en a moins 15. L'année dernière, il y en a même qui participaient sur les mêmes plages de dates. Donc, l'idée pour le client, c'est d'éviter de multiplier les codes promo et d'avoir une information qui est claire et précise. Là, si tu veux bien aller sur le site de Nuo, on a créé dans le méga menu un onglet qui est dédié Black Friday, où ça permet aux clients de naviguer par réduction, par marque ou par catégorie, voilà, d'essayer de rendre le truc le plus clair possible. Il y a peut-être des gens qui sont intéressés que par les bonnes affaires et du coup, ils vont vouloir aller que sur
la catégorie moins 40% de réduction, ou alors il y a des gens qui vont être plus intéressés de choper la marque Santifolia pour un peu moins cher cette fois-ci. Ils ont l'opportunité de le faire via le méga menu. Et sinon, par ailleurs, on utilise évidemment Wesh, par exemple, qui pour moi est un outil méga pertinent pour pas être trop intrusif et un peu pour avoir une information qui est organisée. Là, on a une opération on offre moins 15 sur le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, pour le Black Friday, on a moins 10% supplémentaire avec un code promo. On a favorisé Wise parce que les gens ont besoin de pouvoir revenir à n'importe quel moment sur la notif pour avoir le code promo. Il n'y a rien de plus frustrant que de voir un code promo et il s'évapore et après on ne peut plus l'utiliser. Voilà, on utilise ça pour les choses plus... pour organiser l'information. Ok, on voit à travers votre stratégie et les actions mises en place que l'expérience client tient quand même une grande place dans votre stratégie. Est-ce que tu as des techniques pour justement l'optimiser? Tu parlais aussi d'A/B testing, etc. Est-ce que tu as d'autres pratiques comme ça qui t'aident à continuer d'améliorer en fait cette expérience client au fil de l'eau que tu aurais à partager du coup avec les participants? Déjà, faut pas hésiter à être hyper en communication avec ses équipes support. C'est des gens qui sont en contact constant avec les clients de manière directe. C'est une mine d'or en termes d'information. Donc, je suis régulièrement en contact avec l'équipe SAP qui me remonte tout plein d'insights. On a aussi la chance d'avoir des boutiques physiques. Donc, pareil, je me rapproche le plus régulièrement possible des boutiques pour qu'elles me remontent toutes ces informations. Et sinon, moi, de mon côté, c'est vrai que j'avais peur parfois de trop solliciter les visiteurs, mais on fait de plus en plus de pop-up où on demande des feedbacks quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas et on ne comprend pas pourquoi. Au lieu d'imaginer des théories pendant des heures et des heures en faisant des meetings, en fait, on crée une pop-up et on demande. Typiquement, quand on va avoir une édition limitée qu'on va sortir et qui ne fonctionne pas comme on l'aurait espéré, on va leur demander c'est quoi? C'est le contenu? C'est le contenant? C'est le prix? Quel est le problème? Et ça nous permet, il y a des fois où malheureusement la réponse, ça sera un insight pour la fois prochaine, mais parfois sur la variable prix ou alors une incompréhension sur le produit, on peut réagir immédiatement et soit avoir un impact sur le prix, soit avoir un impact sur la fiche produit par exemple. Ok. Donc, n'hésitez pas. En plus, il y a beaucoup de taux de réponse. Je pensais que ça allait consommer toute la disponibilité que me laissait l'attention disponible de nos visiteurs, mais pas du tout. Que ce soit d'ailleurs sur le site ou par mail d'ailleurs. Oui, tu m'avais mentionné le fait que, par exemple, sur les emails de désinscription, quand vous demandiez la raison de désinscription, que finalement, des personnes qui n'avaient pas réagi à tes mails, ouverts, cliqués pendant des mois et des mois, finalement, au mail de désinscription, donnaient quand même leur avis sur pourquoi. Donc, ouais, intéressant du coup à tester, en tout cas, sur vos différents canaux.